Bonsoir à tous. Vigilance orange, canicule dans 19 départements, mais aussi au Palais Bourbon où sont examinées les 2 motions de censure déposées par l'opposition. La sinistre affaire Benalla laissera des traces profondes selon Christian Jacob. Elle illustre les dérives que produit un régime hyper présidentialiste selon André Chassaigne. Vos motions de censure ne sont rien d'autre que des motions de blocage, a répondu pour sa part Édouard Philippe. Nous retrouverons Sophie Delpont, direct de l'Assemblée nationale. Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, ne savait rien de l'affaire Lafarge et des soupçons de financement de Daesh en Syrie par le groupe cimentier. Des déclarations déroutantes selon l'avocate de l'association Sherpa, partie civile dans ce dossier que vous entendrez dans ce journal. Un navire italien a ramené en Libye des migrants recueillis en Méditerranée. C'est une première qui suscite la polémique et qui traduit aussi le changement de politique migratoire en Italie, nous dira Antonino Garofalo. Également au sommaire des sanctions européennes contre des sociétés russes qui ont profité de l'annexion de la Crimée. Explication signée Éric Biegala. Et en France, le nombre d'arrêts maladie et leur durée qui ne cesse d'augmenter selon les comptes de l'assurance maladie. Jean-Marc Chardon nous dira que cela a à voir avec le relèvement de l'âge de la retraite. L'issue du vote concernant les 2 motions de censure présentées cet après-midi à l'Assemblée nationale ne fait aucun doute, vous le savez. Après 10 jours de crise intense liée à l'affaire Benalla, la droite et la gauche mettent en cause en ce moment le fonctionnement du gouvernement. Tour à tour, Christian Jacob pour les Républicains, puis le communiste André Chassaigne pour le PS, le PC, la France Insoumise, ont dit tout le mal qu'ils pensent de l'exercice du pouvoir tel qu'il est exercé par Emmanuel Macron. Sophie Delpont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Comme dans un procès, la parole a d'abord été donnée à l'accusation avec des arguments, Sophie, aussi vigoureux qu'on pouvait l'attendre. Oui, dès les premières minutes, Christian Jacob attaque directement Emmanuel Macron, qu'il appelle le prince, soulignant selon lui la responsabilité du Premier ministre dans ce scandale en tant que chef de son gouvernement, selon les mots du président du groupe Les Républicains. Votre gouvernement, qui est aussi celui de M. Macron, a failli. Il a failli par faiblesse, il a failli par lâcheté, en laissant M. Benalla asseoir son pouvoir. Il mérite donc, au-delà du désaveu et de colère sourde des Français, la censure des députés. Ce n'est pas, mes chers collègues, une affaire de parti, une affaire de gauche, une affaire de droite. C'est une question de transparence, d'honneur, d'éthique, d'intégrité. Voilà pourquoi, au nom des Républicains, je vous demande de censurer ce gouvernement. C'est ensuite le chef du groupe communiste André Chassaigne qui mène l'offensive à travers la seconde motion de censure signée par les 3 groupes de gauche de l'Assemblée. Ce scandale met en lumière des conseillers occultes, une officine parallèle au détriment de personnel sous statut, des privilèges et des passe-droits, un système d'impunité, mais aussi des mensonges et la violation d'une obligation pénale. Le chef du groupe communiste à l'Assemblée nationale qui s'en prend aussi directement aux députés de la majorité qu'il traite d'être de simples digéreurs des intestins de la bouche élyséenne. Le chef du groupe communiste qui en profite aussi également pour critiquer la politique antisociale menée par le gouvernement selon lui. Voilà pour l'accusation. La parole ensuite à la défense, bien sûr, par la voix d'Édouard Philippe, un Premier ministre très pugnace pour défendre la politique gouvernementale et qui a fait comprendre à l'opposition, Sophie, que rien n'arrêtera, comme il le dit, le tank des réformes. Oui, et c'est sous les applaudissements, une ovation debout de la part de l'ensemble des députés de la majorité que Édouard Philippe a pris la parole tout à l'heure. Il a déroulé des arguments, des éléments de langage parlant de dysfonctionnement, de dérives individuelles. Il a dénoncé l'instrumentalisation politique selon lui, distribué les coups aussi en direction de la gauche en rappelant l'affaire Cahuzac, en direction de la droite. Il rappelle l'affaire des sondages de l'Élysée, le chef du gouvernement qui a pris la défense d'Emmanuel Macron. Contrairement à ce que vous essayez de nous faire croire, les événements du 1er mai ne disent rien de la présidence de la République, rien. Ils ne mettent pas en jeu le fonctionnement de l'État autrement qu'à des niveaux subalternes. Et les tentatives pour mettre en cause le président de la République n'ont pas d'autre objectif que politique. Ensuite, parce que le président de la République n'est pas responsable devant vous. Il est responsable devant le peuple français. Cette responsabilité, il l'assume. Édouard Philippe qui s'est moqué aussi des alliances de circonstances entre les députés de droite et de gauche sur le vote des motions qui a lieu en ce moment même. Je ne crains pas le jugement de cette Assemblée, pas plus que je ne crains le jugement des Français, a lancé le Premier ministre, qui préfère rappeler l'ensemble des réformes votées cette année. Merci. Nous ne ralentirons pas, nous ne lâcherons rien, nous irons jusqu'au bout de notre projet.
Le chef du gouvernement qui espère bien avoir remporté son bras de fer dans cette affaire Benalla. Merci beaucoup Sophie Delpont en direct de l'Assemblée nationale. Rappelons que ce matin, Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche, a affirmé devant la commission d'enquête, mais cette fois-ci du Sénat, qu'une procédure de licenciement avait bien été engagée contre son employé Vincent Kras, présent aux côtés d'Alexandre Benalla le 1er mai et également mis en examen. Les deux hommes pourraient être mis en cause par la justice pour d'autres faits tout à fait similaires de violence commis le même jour, le 1er mai, mais cette fois-ci au Jardin des Plantes. Laurent Fabius entendu comme témoin dans l'affaire Lafarge, le cimentier soupçonné d'avoir négocié avec l'État islamique en Syrie à partir de 2011 pour pouvoir se maintenir dans le pays en guerre. Lafarge est soupçonné d'avoir déboursé via sa filiale près de 13 millions d'euros entre 2011 et 2015. Laurent Fabius était alors ministre des Affaires étrangères et il a affirmé au juge n'avoir été au courant de rien. L'association Sherpa, qui est partie civile dans ce dossier, demandait cette audition avec insistance depuis longtemps. Voici ce qu'en pense Marie Dosé, elle est avocate de l'ONG, partie civile donc dans ce dossier. Ce sont des déclarations déroutantes. On ne peut pas imaginer que M. Laurent Fabius, qui a prêté serment de dire toute la vérité, puisse la travestir. Donc nous sommes obligés de considérer que le ministre des Affaires étrangères ignorait tout de ce que savait le Quai d'Orsay. Et là, c'est tout de même très très surprenant parce que dans ce dossier, des documents ont été déclassifiés, des notes diplomatiques, des documents de la DGSE qui ont été transmis par ou à l'attention du Quai d'Orsay. Et dans ces documents, on constate que le Quai d'Orsay savait tout. Il connaissait le choix de Lafarge de rester en Syrie, il avait parfaitement conscience des conséquences, il savait au moment où Daesh envahit l'usine qu'il y allait y avoir des tractations avec Daesh, il était parfaitement conscient que le maintien de Lafarge en Syrie nécessitait de pactiser avec Daesh ou des groupes terroristes. Et cela, le Quai d'Orsay en a parfaitement conscience, mais ne fait pas remonter l'information à Laurent Fabius. Alors, voilà, à quoi sert un ministre des Affaires étrangères si le but est de le tenir dans l'ignorance de ce qui est extrêmement grave pour notre pays. N'oublions pas que ce financement du terrorisme par Lafarge est antérieur aux attentats et que cet argent donné par Lafarge a très bien pu financer les attentats en France, quelques mois et quelques années après. Et on est quand même là au cœur d'un dysfonctionnement de nos institutions extrêmement inquiétant. Marie Dosé, l'avocate de l'ONG Sherpa, interrogée pour France Culture par Mathieu Laurent. Pour mémoire, le groupe Lafarge, en tant que personne morale, est mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste et complicité de crimes contre l'humanité. Dans l'attente des résultats officiels au Mali, ils sont 3 candidats à affirmer qu'ils peuvent prétendre au second tour de la présidentielle le 12 août. Le sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, son principal rival, Soumaïla Cissé, et Aliou Boubacar Diallo, candidat de l'Alliance démocratique pour la paix. Au Zimbabwe, ils sont 2 à revendiquer toujours la victoire, le chef de l'État Emerson Mnangagwa, ancien bras droit de Robert Mugabe, et l'opposant Nelson Chamisa, dont le parti estime qu'il y a un retard délibéré dans l'annonce des résultats. Dans l'archipel des Comores, le référendum qui renforce les pouvoirs du président a été approuvé à plus de 92%. La participation a été de presque 64%. La réforme approuvée permet au président d'effectuer 2 mandats de 5 ans consécutifs et non plus un seul. Du pain béni donc pour le chef de l'État, Azali Assoumani, un ancien putschiste élu à la présidence des Comores en 2016. Polémique en Italie sur la question des migrants. Hier, un navire commercial italien a reconduit en Libye une centaine de migrants qu'il avait secourus dans les eaux internationales, une forme inédite de refoulement collectif. Auparavant, les migrants recueillis étaient conduits en Italie, mais la donne, vous le savez, a changé depuis le récent virage politique. Des ONG comme Sea-Watch dénoncent une violation du droit international et le Haut Commissariat aux réfugiés considère lui aussi que la Libye n'est pas un endroit sûr. En ligne de Rome, Antonino Gallofaro. Une centaine de migrants partis des côtes libyennes à bord d'un canot pneumatique pour rejoindre l'Europe. Hier, ils sont sauvés par l'Assaut 28, un navire italien travaillant en appui de plateformes pétrolières dans la Méditerranée. Mais les hommes, femmes et enfants sauvés sont ramenés sur le continent africain. Voilà ce que l'on sait. Le reste est moins clair. D'abord, où a eu lieu le sauvetage ? En eau libyenne ou en eau internationale ? Dans les secondes, selon les reconstructions dans la presse italienne, ce qui impliquerait que le navire italien a violé le droit international. Les migrants sauvés devraient en effet être débarqués dans le port le plus proche et le plus sûr, mais les ports libyens ne sont pas considérés comme tels. Les violations des droits de l'homme en Libye dans les centres de détention sont largement documentées. Autre question, qui a indiqué à l'Assaut 28 de se rendre en Libye ? Les gardes-côtes italiens qui coordonnent normalement tous les sauvetages dans le canal de Sicile ou les Libyens ? Si l'indication arrive de Rome, la violation du droit international serait d'autant plus grave
Elle impliquerait le gouvernement transalpin. L'Italie n'a coordonné et participé à aucune de ces opérations, a réagi aujourd'hui Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, celui qui est aussi le chef du parti d'extrême droite. La Ligue précise que la Libye a sauvé ces dernières heures plus de 600 migrants. L'homme fort du nouveau gouvernement italien prend ses distances avec le sauvetage, mais se réjouit que les migrants ne quittent pas le continent africain, que le flux arrivant en Italie soit drastiquement freiné. Tout cela entre parfaitement dans la politique migratoire de son gouvernement populiste. Anthony Gallo-Faro en ligne de Rome. En Afghanistan, une attaque menée contre un bâtiment gouvernemental a fait au moins 15 morts à Jalalabad, à 150 km à l'est de Kaboul. Attaque perpétrée par un commando de 3 hommes. L'un d'eux s'est fait exploser devant le bâtiment. Les 2 autres sont entrés à l'intérieur et ont pris plusieurs dizaines de personnes en otage. Les assaillants ont été abattus ensuite par les forces de l'ordre. Ces dernières semaines, Jalalabad a été visé par une série d'attentats revendiqués par le groupe État islamique. Un effet retard, pourrait-on dire, de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. L'Union européenne a infligé hier des sanctions à l'encontre de 6 sociétés russes qui ont participé à la construction d'un pont reliant la Russie à la péninsule. L'Europe considère en effet cette annexion comme illégale et que la Crimée appartient de fait à l'Ukraine. Eric Bégala, bonsoir. Bonsoir Ezekiel. Parmi les sociétés visées, 3 d'entre elles sont contrôlées par un proche de Vladimir Poutine. Oui, un très proche même, puisqu'il s'agit de l'un des rares amis d'enfance de Vladimir Poutine, Arkady Rotenberg. Ils se connaissent pour avoir fréquenté ensemble les clubs de sport, notamment de judo à Leningrad dans les années 60. Depuis, Arkady Rotenberg est passé du statut de prof de sport à celui de dirigeant de club, puis de businessman importateur de produits pour l'industrie pétrolière et gazière, de gestionnaire de la principale marque de vodka du pays, et enfin, ces 15 dernières années, il est devenu l'un des oligarques les plus puissants, les plus riches de la Russie poutinienne, bénéficiant de faramineux contrats d'État, très souvent largement surpayés, pour construire par exemple une partie des infrastructures de la Sochi olympique de l'hiver 2014. Ou bien, autre projet colossal et particulièrement symbolique pour le maître du Kremlin, ce pont sur le détroit de Kertch, un ouvrage de près de 20 km de long, le plus long de la Fédération russe, qui relie dorénavant la Russie à la péninsule de Crimée, laquelle avait été annexée après un coup de force au printemps de la même année. Un pont qui aurait coûté quelques 3 milliards 600 millions en dollars et que Poutine a inauguré en grande pompe au printemps dernier. Sur les 6 sociétés qui ont participé à la construction de l'ouvrage, vous l'avez dit, seules 3 sont directement sous la coupe d'Arkady Rotenberg, mais il est bel et bien le maître d'œuvre de l'ensemble. D'ailleurs, l'ami du président avait déjà été visé avec son frère Boris par des sanctions américaines et européennes suite à l'annexion de la Crimée ukrainienne en 2014, notamment la banque de son groupe. Plusieurs propriétés italiennes de l'oligarque avaient également été saisies. Cette fois, c'est son groupe lui-même, Stoigas Montage ou SGM, la plus importante compagnie de construction d'infrastructures gazières et électriques du pays, qui notamment est visée. Selon les termes des sanctions, les actifs de ces compagnies présents dans l'Union européenne seront gelés. Aucune personne, privée ou morale européenne, n'aura désormais le droit de leur prêter des fonds. Mais à vrai dire, Arkady Rotenberg n'en a probablement cure. Il n'a nullement eu besoin de financement européen pour lancer son pont à plus de 3,5 milliards sur la Crimée. Merci Eric Bégala. De plus en plus d'arrêts maladie, et c'est chez les seniors qu'ils sont les plus longs, avec une durée moyenne de 76 jours pour un arrêt indemnisé. C'est le constat qui ressort des derniers chiffres publiés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Avec le relèvement de l'âge de la retraite, le nombre de salariés en activité augmente, bien sûr, mais également les arrêts pour cause de maladie qui représentent un coût nettement supérieur aux autres générations. Jean-Marc Chardon. Oui, ça apparaît un écart flagrant entre les générations. Ça nous donne quoi? Des arrêts indemnisés dans la catégorie senior 3 fois supérieurs à celle des trentenaires, ce qui signifie que lorsqu'ils sont arrêtés, a priori par leur médecin, ils ne réapparaissent pas de sitôt. Et comme leurs salaires sont en moyenne plus élevés, eh bien, le coût s'en ressent. Toujours d'après ces chiffres de la Caisse nationale d'assurance maladie, sur l'année 2016, on voit que les arrêts de 6 mois, même s'ils n'ont représenté que 6% des prescriptions, eh bien, ils ont compté pour 40% des montants indemnisés. C'est donc bien la durée de ces arrêts maladie qui pose question. Alors, il ne s'agit pas de dire que les seniors enchaînent les arrêts maladie, ce serait complètement faux. Leur taux d'absentéisme, d'ailleurs, n'est que légèrement supérieur à la moyenne. Rien donc d'abusif, mais c'est la pathologie qui est en cause, et pas de manière uniforme. Pour l'essentiel, ce sont les ouvriers qui sont les plus exposés, au moins 3 fois plus que les cadres au même âge, où l'on retrouve donc l'effet de pénibilité. Mais le résultat, il est là. Le montant des indemnités journalières a encore progressé de plus de 4,5% sur un an, et tout laisse penser que cette tendance, elle va s'amplifier du simple fait du relèvement des seuils d'âge. Il se fait par palier, augmentation de trimestres pour parvenir au taux plein. De quoi donc prolonger un peu plus les seniors dans l'activité, mais au risque de gonfler dans le même temps les arrêts maladie qui ont dépassé les 7 milliards d'euros. Merci Jean-Marc.
Jean-Marc Chardon. 19 départements en vigilance orange canicule dans le sud-est jusqu'aux Pyrénées-Orientales, mais aussi dans le nord-est. Autant dire qu'il fera très chaud demain, 35 en plaine d'Alsace, 39 en Provence. Le soleil s'imposera du sud-ouest à la frontière belge. C'est la fin de cette édition préparée avec Mathilde Julien. Prochain journal, 22h, ce sera avec Sébastien Berriot. Excellente soirée à tous.